in the world. Le stream de ce soir s'intitule Tout est connecté. Et je vais passer en revue ce que j'ai couvert au Flatoberfest. Tout est connecté. Regardons ça. Très bien. Commençons par quelques citations de certains physiciens de haut niveau d'aujourd'hui, bien que noyés dans des termes pseudo-scientifiques. Le vide est aujourd'hui reconnu comme un milieu physique riche, une théorie générale du vide et donc une théorie du tout, une théorie universelle. Il serait approprié d'appeler à nouveau le vide éther. C'est de S. Sanders et H. R. Brown, la philosophie du vide. Ceci, bien sûr, pour tous ceux qui vous disent que la simple notion d'éther est stupide et patati patata. Ça ne l'est pas. Tout est connecté. Tout est intrinsèquement électrique. Je vais couvrir quelques-unes de ces citations, je vais sortir un article et nous allons continuer. Très bien. Diapositive suivante. Nous avons maintenant la vitesse en tout point de l'espace-temps qui joue un rôle fondamental dans l'électrodynamique. Il est naturel de considérer comme la vitesse d'une chose physique réelle. Ainsi, avec une nouvelle théorie de l'électrodynamique, nous sommes plutôt obligés d'avoir un éther. Paul Dirac, bien sûr, l'un des pères de la mécanique quantique. Suivant. Les recherches pointent vers une idée convaincante selon laquelle toute la nature est finalement contrôlée par les activités d'une seule superforce. Ainsi, un vide vivant, l'éther, détient la clé d'une compréhension complète des forces de la nature. Paul Davies, Superforce, The Search for a Grand Unified Theory of Nature. C'est en 1984, et il a toujours raison. Le temps lui a donné encore plus raison. Suivant. Il y a de bonnes raisons de penser que l'univers est un supraconducteur multicouche et multicolore, que les quatre forces connues peuvent être rassemblées dans une théorie unifiée, que des types de matière apparemment désespérément différents ne sont que des aspects différents d'un tout qui embrasse les choses. Je prévois que les prochaines années seront un nouvel âge d'or pour la physique fondamentale. Frank Wilczek, professeur de physique au MIT, prix Nobel 2004, auteur du livre que j'ai lu, et certaines choses là-dedans sont assez intrigantes, The Lightness of Being, Mass, Ether and the Unification of Forces. 2008. Il ne savait pas que 15 ans plus tard, nous stagnerions toujours parce que des gens ont des biais religieux en sciences. Suivant. Le mot éther a des connotations extrêmement négatives en physique théorique, en raison de son association passée avec l'opposition à la relativité. C'est regrettable, car débarrassé de ces connotations, cela rend plutôt bien la façon dont la plupart des physiciens pensent réellement au vide. Robert Laughlin, prix Nobel de physique. Le revoilà. À peu près au moment où la relativité commençait à être acceptée, les études sur la radioactivité ont commencé à montrer qu'un vide spatial vide avait une structure spectroscopique similaire à celle des solides et fluides quantiques ordinaires. Des études ultérieures avec de grands accélérateurs de particules nous ont maintenant amenés à comprendre que l'espace ressemble plus à un morceau de vitre qu'à un vide newtonien idéal. Il est rempli d'un matériau normalement transparent, mais qui peut être rendu visible en le frappant suffisamment fort pour faire tomber une pièce. Le concept moderne du vide de l'espace, confirmé chaque jour par l'expérience, est un éther relativiste, mais nous ne l'appelons pas ainsi parce qu'il est tabou. Robert Laughlin, A Different Universe. Il était professeur à Harvard. Ok, voici quelques citations de certaines personnes mainstream, juste pour se débarrasser de toute cette notion. Ce que vous entendrez en réponse à cela, c'est qu'ils ne parlent pas du même type d'éther que celui auquel les gens pensaient à l'époque. Tout d'abord, il n'existe aucun type d'éther. Il n'y a pas d'idée singulière de l'éther. Il y a eu des dizaines d'idées sur l'éther tout au long de l'histoire, remontant aussi loin qu'il y a eu des gens commençant même à contempler la physique. Mais ce qu'ils essayent de dire, c'est qu'il n'y a pas de cadre absolu lorsque la lumière se propage. Oui, ce sera une émission de niveau supérieur. Donc bien sûr, ce n'est pas correct. Donc là où ce type dit un éther relativiste, la relativité est morte. Elle est juste morte. Et je suis sur le point de lancer l'émission Relatively Simple en décomposant cela en termes aussi simples que possible. Et dites à vos amis, à votre famille, à vos proches de venir en discuter si ça bloque pour eux. Je n'entrerai donc pas trop dans le terrier de lapin de la relativité, mais c'est mort. C'est dans des sacs mortuaires, c'est juste mort. Ok? Très bien. Donc ça va devenir un peu technique, comme je l'ai dit, mais nous allons en parler.
I think a good thing to do. Mm, okay, yeah. So I'm gonna Ouais, do je vais this. faire ça. Look, if you look Écoutez, right here, si we vous can go regardez back ici, and retournons we un can peu en see arrière what he et voyez says ce qu'il dit here. ici. But his Selon lui, les investigations enquêtes point pointent towards the vers une idée known idea that all convaincante nature is selon ultimately laquelle toute controlled la by the nature est en activity fin of de a compte single contrôlée par les super activités d'une seule force. Okay, super got it. Right. force. I'm going to click D'accord? this Gardez so cela we à go to l'esprit. another Je vais passer PowerPoint rapidement à un autre and PowerPoint que j'ai réalisé. I'm going to show you, and it's not that one. I'm going to show Je vais you vous montrer exactly what exactement the ce qu'est la super force super is. force. J'en Click ai this parlé thing lors du called dernier summits. sommet. This is the C'est l'aspect most le plus important important de aspect tout of all of cela. this. Now, if people do not have some Maintenant, weirdo si les gens philosophical n'ont pas de bias préjugés against philosophiques bizarres contre le the fait fact que nous that we soyons clairement clearly créés, are ils comprendront rapidement created, cela. that they will quickly understand this. I don't even know if I can find it. Il y a une There force toute is an puissante qui semble all-powerful être force directement that au-dessus de seems nous. to be directly above us. Ah, je l'ai Found trouvé. it. I found it. Found it. All right. So come over here. Just keep in Gardez mind what he simplement à says, l'esprit ce qu'il a as I dit, will car je try dirais qu'il to a be as effectivement raison. indeed correct. Share. All right. So this is the Voici donc ma presentation présentation du from the sommet. summit. L'équilibre, la recherche Equilibrium, the perpétuelle de perpetual pursuit l'équilibre. of Donc, un balance. aperçu. Toute la physique du So monde an overview, all naturel peut physics être for the natural résumée world dans can be une summed simple up in a analogie simple en trois three-part parties. analogy Le of the peintre, painter, la the toile, canvas, le and the tableau. painting. Le The peintre est la painter super is the force, super d'accord? force. Nous avons donc le Okay, peintre, la so we have the force qui painter, donne the la life vie. giving Pour avoir force, n'importe quel in type order de to have any peinture, type il of faut avoir un painting, have a design healthy intelligent. design. La So source the primary primaire form doit must donc introduire perpetually introduce a perpétuellement de la flow of force energy ou into de the system. l'énergie dans This le is a système. scientifically Il s'agit required d'un component composant for scientifiquement all of requis physics. pour toute la This primary physique. source of energy Cette source creates and holds primaire all the d'énergie systems crée et maintient together. toute l'existence Contrary to the ensemble. diluted view that's Contrairement aux currently vues accepted in diluées de la cosmology, that cosmologie the primary actuellement force of acceptée, all things la comes force from première de above. toute chose vient This d'en haut. force Cette radiates force out from the rayonne central depuis la source and source passes centrale down et s'exerce onto sur the le monde physical world. physique. This Cette ethereal ondulation ripple quite éthérique literally maintient holds the littéralement le material monde world together. matériel We call this ensemble. Nous phenomenon appelons ce phénomène electrostatic or électrostatique static ou flow of électricité electricity. statique. Just like Tout comme there's Tesla l'a stress, dit, whenever chaque fois you que create too l'éther much est soumis stress à un or stress ou strain, à une that contrainte, creates cela an crée electrostatic. So l'électrostatique. electrostatic is quite L'électrostatique est literally what holds littéralement ce qui everything maintient tout together. So ensemble. quite Donc literally and littéralement et physically, physiquement, la the seule only way façon the pour le material monde world matériel exists if there is d'exister a est qu'il creative y ait une force force pressing créatrice qui down onto this s'exerce sur material cette existence, existence and that matérielle et creates qui the crée la glue colle qui maintient that toute la holds matière all ensemble. matter together. And in Et en fact, fait, it cela actually met l'éther en throws mouvement. the ether into motion. And when Et thrown lorsqu'il est into that's projeté dans called des mondes de ridiculous vitesse relative infinitésimaux velocity, et prodigieux, very dans des small, very vortex très fast petits et très vortices, rapides, il se they get manifeste alors sous manifested. forme de If that matière. energy Si were to cette énergie ever devait un reside, jour résider, la the matière matter elle-même itself would cesserait cease to d'exister. exist. Quite literally, this won't Littéralement, ce exist monde existe grâce à la because super of force creating an créatrice et all-powerful toute super puissante force qui se trouve dans un that médium is in the d'arrière-plan. background medium. Okay, Ok, donc so cette source this de tout source ce of que nous everything we percevons se perceive trouve in dans the le monde physical world physique, is c'est le disequilibrium. The déséquilibre. primary La source of principale energy source above is what d'énergie, d'en displaces haut, all est things celle from qui a met en state of mouvement inertia toute or chose de rest. leur état Thus, d'inertie ou de everything we repos. encounter is in the Ainsi, tout process ce of que nous cycling rencontrons est en train de back to chercher that à state, revenir à cet the état, original à son state état of d'équilibre equilibrium. originel. The painter Le is the peintre est la author cause of de ce this sequence. déséquilibre. Très Very simplement, simply, tout, dans toute la everything physique, in dans le all monde physics naturel and the tout entire entier et dans natural toute world, all of l'existence existence, tente is de trying revenir à to un get état back to a state d'équilibre. of equilibrium. Tout, Everything, mais genre tout. everything. Si je fais From tomber ce from bâton, il step essaye de A trouver son to état trying to get back to d'équilibre. equilibrium. Tout Everything is essaye de trying to get to s'équilibrer. equilibrium. C'est This is why pourquoi la high haute pressure goes to pression low passe à la pressure, basse heat goes to pression. cold, La chaleur devient positive and froide. negative Les charges, which charges we'll cover in positives et just a second, négatives, is que nothing nous more than couvrirons charge and dans un discharge. instant, As you put ne these sont rien de voltage plus que des electrolytes charges in et des equilibrium, they décharges. Au migrate fur et à mesure que positively vous les because of all rapprochez, that ils essayent de attraction. rechercher Or l'équilibre in a et case migrent if les uns there's vers les autres. excess Les gens appellent faussement cela une boosters that are attirance. both Ou alors, charging, they s'il y a don't need plus each de deux other, they systèmes go qui away se from each chargent other tous les because deux, that's ils not n'ont how pas they besoin perceive l'un de l'autre. equilibrium. Ils s'éloignent les Everything uns des runs in autres, car ce equilibrium. n'est pas ainsi qu'ils chercheraient Everything is l'équilibre. Tout technically est in question de motion. There recherche is d'équilibre. nothing that is in Techniquement, motion, tout est en not in this mouvement. Il n'y a rien super qui ne soit pas en crazy mouvement. weirdo Et way ce n'est that pas de cette Einstein façon said folle et there's no bizarre such dont thing as Einstein disait equilibrium qu'il at n'y a rien rest. de tel que quelque chose Literally, qui soit au nothing is repos. at Mais rest, as in the littéralement, very rien n'est au intrinsic repos. Comme dans les éléments building blocks constitutifs of the très matter intrinsèques itself de la just matière restless and elle-même. Il y vibrating. a une That's why résonance, when you il look y
a des vibrations. C'est pourquoi, quand on y regarde et que je dis toutes ces choses sur les électrons, nous ne pouvons jamais trouver l'électron. C'est en mouvement constant. Nous ne pouvons que deviner où il se trouve. Eh bien, l'électron n'est pas une particule physique, une particule de matière. Bien sûr, on ne peut pas savoir où il se trouve. Ce n'est rien de plus qu'un mouvement énergétique au sein de l'océan d'éther qui nous entoure.
Mais le fait est que tout a une résonance vibratoire intrinsèque. Tout, y compris vous, votre être tout entier et votre esprit. Et c'est une partie très importante à comprendre. Si vous pouvez comprendre à quel point c'est beau, la réalité est si fractale et si complexe que, comme toute la physique, où tout essaye de trouver l'équilibre, c'est tout ce qu'il y a. Toute chose recherche l'équilibre. Et ça devrait être la loi numéro 1, via la médiation par la pression, qui devrait être la version la plus étendue de la loi ultime. D'accord? Donc c'est ça. Toute chose recherche l'équilibre, ce qui aboutit à une médiation de pression ou est via une médiation de pression. Point final. C'est tout. Et tout est vibratoire. Tout. Et tout est électrique. D'accord? Passons à la suite. En quelque sorte, je voulais donc que vous voyiez que ce type a raison en ce sens. La toile est l'éther, d'accord? Vous avez la toile vierge, c'est l'éther. Le peintre est la force de vie qui est mise dans l'éther. Tout comme Tesla l'a dit, il y a bien longtemps, l'humanité a reconnu que toute matière perceptible provenait d'une substance primaire. Il y a quelque temps, des terraplanistes sont venus me voir, essayant de me dire qu'ils croyaient en la matière et que l'électron était la matière, que c'était la matière primaire, que c'était ce que Tesla disait. Ok, donc ici, il explique la substance primaire. Donc, l'humanité a reconnu que toute matière perceptible provient d'une substance primaire d'une atténuation au-delà de la conception. Mais ceci est un abus de langage, c'est incorrect. C'est-à-dire plus mince que ce que vous pouvez concevoir et remplissant tout l'espace, l'akasha ou l'éther luminescent, sur lequel agit le prana ou la force créatrice, appelant à l'existence et à des cycles sans fin, toute chose est phénomène. La substance primaire jetée dans des tourbillons infinitésimaux d'une vitesse prodigieuse devient une matière grossière. La force qui soutient le mouvement cesse et la matière disparaît, revenant à la substance primaire. Comme nous venons de le dire, je suis tout à fait d'accord, tout comme l'expérience physique, le monde physique, la peinture. D'accord? Donc une fois que la force créatrice est introduite à l'arrière-plan ou la toile, vous obtenez le monde physique, vous obtenez le monde matériel, vous obtenez la peinture. C'est très basique. Selon la théorie de la relativité générale, l'espace sans éther est impensable, car dans un tel espace, non seulement il n'y aurait pas de propagation de la lumière, mais aussi une possibilité d'existence pour les étalons de l'espace et du temps, la dilatation du temps, ni par conséquent tous les intervalles spatio-temporels au sens physique. L'éther est la théorie de la relativité, Albert Einstein, le 5 mai 1920. Ok, encore une fois, cela pourrait prendre toute une émission. Comme je l'ai dit, je lance Relatively Speaking, mais pour rester relativement simple, quand il parle d'éther, il ne veut pas dire l'idée précédente de l'éther qui était prédominante à l'époque. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il était substantiel. Il a de réelles propriétés physiques parce qu'il est substantiel, d'accord? C'est une substance, la substance primaire. Certains l'appellent le cinquième élément. Il a dû le jeter parce que s'il ne le faisait pas, l'héliocentrisme mourrait. C'est pourquoi ces autres citations disent toujours éther relativiste entre guillemets. C'est juste une interprétation forcée car elle doit être relativiste, sinon le modèle héliocentrique est littéralement impossible. Et c'est tout ce qu'il y a, c'est juste un fait. D'accord? Donc il ne parle pas du même type d'éther. Mais le fait est qu'il sait que l'arrière-plan doit avoir des propriétés physiques. Et en ce sens, il dit qu'il doit y avoir un éther. Il n'y a pas de propagation de la lumière comme nous le pensons. La lumière ne voyage pas physiquement. Ok, parfait. Elle ne voyage pas physiquement, d'accord? Mais si, parce que tu l'as allumée et je le vois aller là. Et je le vois partir, Austin. Bien sûr qu'elle voyage. Non, elle ne voyage pas. C'est une excitation de ce qui est déjà là. Vous voyez une excitation longitudinale cohérente de l'éther. C'est tout. C'est ce qu'est ce laser. La lumière n'est rien d'autre qu'une excitation du médium de fond. Il n'y a pas de vitesse de la lumière. Il n'y a pas de propagation d'un point A à un point B. La propagation est la façon dont nous quantifions l'excitation, la perturbation, l'oscillation. C'est comme jeter un caillou dans le lac, c'est assez simple. Ok, je vais vite, j'ai commencé assez tard et je dois me lever tôt. Mais je vous aime les gars, passons à la suite. Aristote a proposé l'éther comme premier élément, ou comme fondement fondamental dont dérivent tous les autres éléments. Il aurait raison, il a correctement conceptualisé l'éther, un processus dynamique de rotation ou en vortex.
Il aurait raison pour ça. En dehors de ça, ce type était un véritable psychopathe. Il a dit que la Terre devait être une sphère parce que la sphère est la forme parfaite. Il ne faut pas oublier que les Grecs étaient incestueux, genre pédophiles. Ils étaient littéralement des pédophiles et des dégénérés moraux dégoûtants et déplorables. Mais le fait est qu'il a au moins compris qu'il doit y avoir un éther, que la Terre doit être géocentrique et en fait que tout mouvement doit intrinsèquement être lié à ce médium de fond en tant que substance primaire. Quelque chose doit avoir une source. C'est du bon sens. Honnêtement, ce n'est qu'une logique de base. Le fait que quiconque pense que rien ne peut exister est absurde. Et la science vous a démystifié si vous continuez à dire cela. Bref, alors ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'Aristote savait qu'il existait un éther d'où tout venait, et qu'il a correctement conceptualisé l'éther comme un processus dynamique de rotation ou un vortex. Tout est un vortex. Allez regarder ça. Ils viennent tout juste de découvrir que le magnétisme possède un vortex et un antivortex, ou une composante divergente centrifuge, une composante convergente centripète, l'hyperboloïde, le tore, la compression, l'expansion, le beignet, l'intérieur du beignet. Tout n'est rien d'autre que la réciprocité de l'énergie. L'énergie est toujours dans la réciprocité et tend vers l'équilibre. C'est tout ce que le champ magnétique représente à l'intérieur du beignet. Un mouvement entrant, un mouvement sortant, superposés simultanément. Une expression géométrique conjuguée. D'accord, passons à la suite. Descartes, un célèbre philosophe, scientifique et mathématicien français, a suivi Aristote et lui aussi considérait l'éther comme le composant crucial qui maintenait tous les autres éléments ensemble. Cependant, étant un atomiste dévoué, il postulait que l'éther était un milieu dense de très petites particules se propageant dans l'espace. Il n'y a pas de « à travers l'espace ». L'espace est un concept, le temps est un concept. L'espace est l'idée de l'absence de tout ce qui n'existe pas. Il n'existe pas une telle chose que le rien. Le temps n'est que conceptuel. L'espace est également simplement conceptuel. Ce ne sont que des concepts. Le temps n'est que cette quantification conceptuelle linéaire du passage pour que nous puissions aller, que nous puissions pointer une flèche dans une direction droite pour qu'on puisse se rencontrer à telle heure et que nous puissions créer des calendriers. C'est tout ce que c'est. Alors qu'en réalité, l'horloge céleste n'est rien d'autre que perpétuelle. Ce qui signifie que le temps est en réalité perpétuel. C'est rotationnel. Ce n'est pas linéaire, c'est circulaire. Ce n'est pas linéaire. C'est bizarre que les gens pensent que c'est linéaire. Ça ne l'est pas. C'est un concept. La raison pour laquelle c'est important est que l'espace et le temps sont deux concepts auxquels ils attribuent des propriétés physiques. Je sais que je vais vite et que je dis des grands mots. Je suis désolée, mais je vous aime. Je veux que vous intégriez vraiment cela. Il n'y a pas de petites particules d'éther qui rebondissent dans l'espace, non. L'espace n'est que la polarisation de l'éther. C'est l'extension spatiale de ce que nous savons être l'arrière-plan. J'espère que cela aura plus de sens pour vous quand on aura fini la présentation. Et voici Newton. Il est donc manifeste que les planètes ne sont pas entraînées dans des tourbillons corporels, car selon l'hypothèse copernicienne, les planètes tournant autour du Soleil tournent par ellipse, ayant le Soleil dans leur foyer commun et par des rayons attirés vers le Soleil. Le Soleil a décrit des zones proportionnelles au temps, mais maintenant, les parties d'un vortex ne peuvent jamais tourner avec un tel mouvement. Voici Newton expliquant que la dévotion au principe copernicien dans le modèle héliocentrique jette l'indéniable vortex de l'éther. C'est exact. Le modèle héliocentrique n'est rien d'autre qu'une physique paralysée, et avec ça toute la compréhension du monde réel. C'est tout ce que ça fait. C'est tout ce que ça ne fera jamais parce que c'est fondamentalement stupide. Et si vous avez une philosophie dont le fondement est de saper l'importance ou le but de cet endroit, vous allez vous retrouver dans un terrier de lapin et perdre la tête. Il est important de noter que la masse n'attire pas la masse. En fait, ce qu'on pourrait dire que ça fait, c'est que si j'ai de l'électrostatique, je pourrais les faire bouger l'un vers l'autre. Mais ce n'est pas la masse qui attire la masse. C'est quoi la masse? Qu'est-ce que c'est que la matière? Eh bien, techniquement, peut-être qu'attirer la masse n'est pas une erreur, si vous comprenez que la matière est une modalité de l'éther et que c'est un déplacement vibratoire, c'est-à-dire la modalité éthérique que nous appelons matière. Alors bien sûr, vous saurez qu'elle recherche toujours l'équilibre. Et puis sur la base de la résonance vibratoire, qui est le ciment qui maintient le tout ensemble, il pourrait, en fait, entre guillemets, s'attirer. Mais le fait est que la masse n'attire plus la masse dans le modèle héliocentrique de conte de fées magiques, parce que ça ne fonctionne pas, d'accord? Vous n'avez pas de cadre absolu pour la mécanique newtonienne. La gravité n'est pas non plus une propriété intrinsèque de la matière. Ça ne peut pas être. Michelson-Morley a supprimé l'idée de la mécanique newtonienne, car la mécanique quantique vient également de la découper dans le paradigme héliocentrique. Tout ça pour dire une chose, ils ne vous parleront pas de Newton parce qu'ils diront « Newton fonctionne très bien ».
La mécanique newtonienne fonctionne très bien à l'échelle locale. Ok, c'est ridicule. Je peux élaborer 1000 théories qui fonctionnent à l'échelle locale. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner à l'échelle locale, c'est de prendre en compte le poids des objets. Et puis, en utilisant le petit g convenu en moyenne d'accélération vers le bas, je peux utiliser une équation cinématique avec la vitesse et la hauteur initiale pour obtenir cela. Cela n'a rien à voir avec la gravité, ça ne marche pas. Tout cela pour dire que ce qu'on ne vous dit pas sur Newton, il a expliqué en profondeur l'éther. En fait, à la fin de son Principia, son livre bien connu, on ne vous montre jamais la partie à la fin où il fait allusion à l'éther. En fait, il a écrit encore et encore des lettres ultérieures disant que l'éther est quelque chose comme l'argent liquide, qu'il doit exister et que si l'idée de la gravité qu'il a proposée, même théoriquement, il faudrait qu'elle ne soit rien de plus qu'un résultat de l'éther, la force de l'éther et la force dans l'éther. Il admit avoir qu'apparemment il faudrait qu'il y ait un vortex, mais que Copernic a supprimé cette notion. Il est ensuite entré dans des détails en écrivant sa viscosité et son impédance et comment, fondamentalement, il pouvait se déplacer perpétuellement sans aucun type de friction. Ok, donc ils ne vous le disent pas, mais Newton était en fait un partisan de l'éther, parce qu'il ne pouvait même pas comprendre l'idée qu'il existait une autre voie pour essayer d'expliquer la gravité. Très bien, passons à la suite. C'est une distinction très importante ici, l'atomisme versus l'éther. Et certains diront que c'est une fausse dichotomie. Ça ne l'est pas. Seuls deux cadres principaux ont été postulés. Alors, s'agit-il d'une véritable dichotomie, dans la mesure où il n'y a rien d'autre que vous puissiez imaginer ou penser? Non, mais en ce qui concerne ce que nous essayons de comprendre sur le monde, les seuls jamais proposés sont essentiellement l'atomisme et l'éther, et nous allons voir lequel a réellement du sens. D'accord, alors d'où vient l'atomisme? Ça vient de ce type. Donc non, ce n'est pas un selfie d'un antiterraplaniste moderne. Il s'agit de Démocrite, et il était une figure éminente de la théorie atomique. Il a émis l'hypothèse que toute matière est constituée d'atomes. Il a dit que les atomes étaient si petits qu'ils ne pouvaient être réduits à autre chose. Il a émis l'hypothèse que l'univers est constitué d'espace avec des atomes et du vide dépourvu d'atomes. Wow, regardez ce mec qui a l'air de manger les gens. Quelle coïncidence! Il a eu l'idée d'un vide avec de petits atomes incroyablement petits, remplissant ce vide il y a des milliers d'années. Le modèle héliocentrique est une philosophie bizarre qui vient des pédophiles grecs. C'est ce que c'est. Qu'importe s'ils étaient pédophiles, cela ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit était faux. Non, non. Mais c'est la seule preuve. C'est une idée philosophique qui est en réalité contraire aux preuves empiriques. Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet. Il a émis l'hypothèse que l'univers est constitué d'un espace avec des atomes, ou de l'être dans le vide qui est l'absence d'atomes. Il l'appelait le vide. Il représentait les atomes comme étant pour la plupart homogènes. Il pensait que la raison pour laquelle les choses nous semblent différentes est parce qu'elles sont constituées de différentes configurations et combinaisons d'atomes. Il a émis l'hypothèse que parce que tout est constitué de ces atomes infinis, rien ne meurt vraiment, tout change simplement de forme. Cette idée est très similaire au concept populaire d'aujourd'hui, selon lequel la matière ne peut être ni créée ni détruite. Démocrite a émis l'hypothèse que le mouvement a toujours existé. Il a dit que l'univers a commencé avec des atomes se déplaçant dans toutes les directions. Oh mon Dieu, ce type était un savant et un prophète. Comme le Big Bang, où il y a une singularité. Et puis l'univers a commencé avec des atomes volant dans toutes les directions, mais il n'y a pas de centre. Tout dans l'univers entier s'est développé à partir d'un tout petit point, une singularité. À partir de ce point, il s'est étendu dans toutes les directions, mais il n'y a pas de centre dans l'univers. C'est tout à fait logique. Ensuite, les atomes ont commencé à entrer en collision avec des atomes similaires pour former des entités plus grandes. Démocrite ne croyait pas que l'univers s'était formé dans un but précis. Voilà, bien sûr qu'il ne le pensait pas. Regardez-le. Il croyait seulement que cela s'était produit par nécessité. Il a émis l'hypothèse que le vide et l'être étaient infinis et étendus dans toutes les directions. Il a émis l'hypothèse que le vide et l'être étaient infinis et étendus dans toutes les directions. Il croyait également qu'il devait y avoir une infinité d'autres mondes constitués d'atomes. Maintenant, ils ne peuvent pas expliquer le problème de l'ajustement fin de l'univers, parce qu'ils avaient le problème le plus simple, qui en termes simples est que d'une manière ou d'une autre dans ce Big Bang, comme la matière noire, froide, la grosse froide matière noire, la cosmologie du Big Bang,
que chaque fois que tout s'est produit de nulle part, quoi qu'il se soit passé, nous ne savons pas que cela s'est produit ainsi. Nous n'avons pas la densité d'énergie précise qui pourrait étendre l'univers dans toutes les directions et le maintenir plat. C'est ce qu'on appelle le problème de la planéité. C'est tout simplement parfaitement plat par rapport à notre position dans leur paradigme héliocentrique. Cela entre dans la catégorie des problèmes de fine-tuning, d'ajustement fin. Évidemment, pour avoir quelque chose de bien ajusté, il faut avoir un accordeur fin. Cela a beaucoup trop de sens. Ce n'est pas aléatoire ou chaotique. C'est beaucoup trop organisé et orchestré. Il fallait donc qu'il y ait une sorte d'intention pour mettre ça ici. Cela nécessite une terminaison en raison de la précision. C'est ce qu'on appelle le problème de fine-tuning, de l'ajustement fin de l'univers. Et il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette catégorie, parmi lesquelles le problème de planéité, où il suffit d'avoir une densité d'énergie parfaite. Bref, tout ça pour dire que c'est drôle que ce type sache tout. Comme je l'ai dit, il devait être un prophète héliocentrique parce que on dit maintenant qu'il doit y avoir des univers infinis. Ceci expliquerait cela. Cela expliquera tous nos problèmes que nous avons en cosmologie, qu'il y a juste des univers infinis. Ok, passons à la suite. Voici donc une représentation védique de la physique de l'éther. Vous avez bien sûr les deux types de mouvements différents. Si vous regardez à cette corde ici au milieu, puis les ondulations qui l'entourent, la tortue représente le temps, et vous avez ensuite le pilier ou le vortex au milieu. D'accord? Il s'agit donc d'une représentation ancienne de la physique de l'éther, assez précise, d'accord? Et c'est très intriguant pour moi parce que le temps, le concept dans le vortex, c'est ainsi que nous obtenons le temps. Et puis vous avez les deux types de mouvements. Ok, passons à la suite. James Clerk Maxwell, connu pour ses 4 équations expliquant le comportement des champs électriques et magnétiques. Bien compris, la lumière et le magnétisme n'étaient rien d'autre qu'un processus, plus précisément un processus d'induction. L'induction est la perturbation d'un milieu. Il doit donc exister un milieu à perturber. Cependant, Maxwell supposait que l'éther imprégnait l'espace et que la lumière devait se déplacer à travers un milieu. Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet. Juste imprégnez-vous de ces choses. Mais ceci regorge de points assez profonds. Quoi qu'il en soit, il a compris que la lumière et le magnétisme, l'électricité, n'étaient rien d'autre qu'un processus, un événement, comme on appelle la lumière, composé de photons. Il ne s'agit pas d'émettre un petit faisceau de petites particules physiques. Ce n'est pas ce qui se passe. Ça, c'est fou. Non, c'est un événement. C'est un processus. C'est une excitation du milieu de fond. En fait, lors du processus d'induction, cette énergie est ramenée dans l'éther. C'est pourquoi dès que j'appuie sur le bouton, ça disparaît. Car maintenant l'excitation ou la perturbation a cessé, elle est revenue au repos, puis elle retourne dans l'éther. C'est juste induit. Lorsque nous voyons cette excitation ou perturbation commencer à être excitée là, nous pourrions la voir, alors elle est réinduite dans l'éther. Et nous quantifions la rapidité avec laquelle nous voyons cette induction s'illuminer à cause de l'excitation. D'accord? Bref, tout ça pour dire que le photon n'est rien d'autre que le champ électrique qui oscille, le champ magnétique qui oscille. Et là où ils se croisent, c'est un événement, c'est un carrefour, c'est un processus. Le photon n'est pas une particule physique avec laquelle vous tirez simplement de petites balles de photons sur des personnes avec un laser. C'est ridicule et stupide. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais Maxwell a posé un problème fondamental, tout comme Tesla et de nombreuses personnes à l'époque. Même Charles Proteus Stainless a commis cette erreur. L'hypothèse selon laquelle la lumière se déplace à travers l'éther, ou que les choses se déplacent dans l'espace, ou que l'éther imprègne l'espace, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il n'y a pas d'espace pénétrant. Il n'y a pas d'espace global à remplir. À mon avis, c'est la seule théorie viable. C'est à prendre ou à laisser, ou regarder simplement. Très bien, c'est pourquoi je l'ai mis ici. Cependant, Maxwell supposait que l'éther imprégnait l'espace et que la lumière devait se déplacer à travers un milieu. Ceci est important. Nous le couvrirons. Je veux relire ceci. Je pense que c'est une diapositive très importante. James Clerk Maxwell, célèbre pour ses 4 équations expliquant le comportement des champs électriques et magnétiques, a bien compris que la lumière et le magnétisme n'étaient rien de plus qu'un processus, en particulier un processus d'induction. L'induction est la perturbation d'un milieu. Il doit donc exister un milieu à perturber. Cependant, Maxwell supposait que l'espace était imprégné et que la lumière devait se déplacer à travers un milieu. L'expérience Michelson-Morley, souvent considérée comme l'expérience ratée la plus célèbre jamais réalisée, a marqué un changement majeur dans la physique telle que nous la connaissons. Cependant, Albert Michelson et Edward Morley ont tous deux appliqué la même hypothèse mortelle. Un espace remplissant d'éther dans lequel toutes choses doivent voyager. C'est une hypothèse incorrecte. D'accord, comme nous le savons tous, Michelson-Morley, c'est le résultat attendu. Comme il projette des rayons lumineux perpendiculaires,
L'un va à l'encontre de l'orbite supposée de la Terre, donc l'un devrait être derrière l'autre. Mais en réalité, il ne l'était pas, à peine. Et ils ont dit que cette légère déviation n'était qu'une erreur instrumentale. Nous n'avons pas le temps de couvrir tout de Michelson-Morley, mais pour faire court, en termes simples, ils prétendent que la distance parcourue par la lumière perpendiculaire au mouvement de la Terre était en fait raccourcie. C'est ce qu'on appelle la contraction de la longueur. Ainsi, dans une visualisation très grossière, vous voyez ici la règle devenir plus petite. Maintenant, on dit que puisque nous sommes sur Terre et que nous sommes dans l'espace qui bouge avec l'appareil, tout se contracte. Vous ne pourrez jamais détecter qu'il ne se contracte pas pour vous. Il ne se contracterait qu'à partir du cadre de référence du Soleil, qui est le même type de mouvement qu'ils utilisaient pour obtenir le décalage de frange prédit de 20 km ou 20 miles par seconde. Quoi qu'il en soit, passons à la suite. C'est pourquoi je pensais en 1905 qu'en physique, il ne fallait pas du tout parler de l'éther. Ce jugement était pendant trop radical, comme nous le verrons dans les considérations suivantes sur la théorie de la relativité générale. En outre, il reste, comme auparavant, autorisé à supposer un milieu remplissant l'espace si l'on peut se référer aux champs électromagnétiques, et donc aussi, bien sûr, à la manière comme condition de celle-ci, Albert Einstein dans son article. Suivons. On peut donc dire que l'éther est ressuscité dans la théorie de la relativité générale. Depuis la nouvelle théorie, les faits métriques ne peuvent plus être séparés des vrais faits physiques. Les concepts d'espace et d'éther ont fusionné, dit-il. Ok. En gros, il dit que l'éther doit exister parce que l'espace doit encore avoir des propriétés physiques, mais nous devons l'abattardir et le changer dans toute sa compréhension. Ok. La dévotion philosophique à l'héliocentrisme et au matérialisme a décimé toute véritable compréhension de l'éther et de la nature de la réalité. Alors, qu'est-ce que l'éther? L'éther n'est pas une substance qui imprègne l'espace. L'espace n'est pas un conteneur englobant tous les phénomènes. Il s'agit d'un décalage majeur avec une véritable compréhension de la physique de l'éther. Encore une fois, l'éther n'est pas une substance. Il n'est donc pas physique au même titre que les autres. Feu, eau, terre et air. Aristote avait raison sur certaines choses. C'est une substance pour que vous puissiez comprendre ce que nous disons. Mais ce n'est pas une substance au sens où nous entendons les autres substances. C'est la substance primaire. C'est une modalité totalement différente d'où proviennent toutes les choses que nous appelons substances. C'est pour cela que je dis substantiel, parce que cela a des qualités substantielles. Et dans le confinement du matérialisme et de la physique dans lequel nous vivons actuellement, il est peut-être important d'être précis. Mais c'est la substance primaire, d'accord? L'éther n'est pas cartésien et ne peut pas non plus être mesuré. Pas de localisation, pas d'extension et pas de durée. C'est ce que signifie non cartésien. L'attachement philosophique au matérialisme rend cette compréhension vaine. C'est là que réside le problème. L'éther est un milieu de fond immatériel au potentiel pur. Il ne peut pas être quantifié ou mesuré intrinsèquement. L'éther est l'antécédent nécessaire à l'énergie, qui est simplement la polarisation de l'éther, ou médiation de pression. Alors, cela regorge d'informations, mais c'est important. L'éther est l'antécédent nécessaire à ce que nous appelons l'énergie. Eh bien, qu'est-ce que l'énergie? Si vous posez la question aux physiciens traditionnels, eh bien, ils vous diront que c'est la capacité de faire un travail, qui n'est pas ce qu'est l'énergie. Définir un humain. Les humains ont la capacité de respirer. Alors quoi, qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce que l'énergie? Ce n'est pas la capacité de faire quelque chose, d'accord? C'est une question très intéressante, ne vous méprenez pas. Mais de toute façon, ce que nous appelons énergie, cela ne peut exister sans l'antécédent nécessaire de l'éther. Il s'agit en fait d'une polarisation de l'éther qui peut être simplifiée en médiation de pression. Tout le monde peut comprendre la médiation de pression. Quand on ouvre une canette, il y a médiation de pression. Préparer une tasse à café et la poser sur la table, elle refroidit, il y a médiation de pression. Tout est médiation de pression. D'accord? Tesla. Le jour où la science commence à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en un siècle qu'au cours de toutes les périodes précédentes de son existence. Ceci est exact, car ce serait en fait la première étape vers l'étude et la compréhension du médium de fond réel, d'où proviennent tous les phénomènes. Ok, comme je l'ai dit, il s'agit d'une émission de niveau supérieur.
Encore une fois, l'éther n'a pas de mesure, de localisation ou d'extension cartésienne. Il ne fait donc pas partie de l'espace cartésien. Au contraire, la capacité diélectrique est contre-spatiale. C'est le revers de la médaille de ce que nous appelons l'espace ou de ce que nous pouvons quantifier. L'extension spatiale, longueur, largeur, profondeur, vous comprenez? Plus vous enveloppez les feuilles métalliques étroitement, plus la capacitance est grande. La capacitance signifie simplement la capacité de stocker de l'électricité. Quelle quantité d'électricité peut être stockée? La capacitance. Plus vous enveloppez les feuilles métalliques étroitement, plus la capacitance est grande, ce qui signifie simplement plus d'électricité pouvant être stockée. Les atomistes prétendent que la surface métallique porte la charge, mais c'est le diélectrique, les isolants comme le verre, l'air, l'huile, etc., situés entre les feuilles métalliques qui stockent la charge. Moins vous disposez d'espace entre les deux, plus vous disposez de capacité de stockage dans le contre-espace. Donc, moins vous avez d'espace, entre guillemets, l'espace que nous comprenons, ce que nous quantifions. Regardez, si j'ai une règle, si j'ai un ruban à mesurer, quoi que ce soit, me dit, oh, ce téléphone fait autant de pouces, d'accord, c'est de l'espace. Donc, lorsque vous l'enveloppez de film métallique, vous augmentez la capacitance, d'accord? Donc, ce que vous faites, c'est diminuer la quantité d'espace. Cela augmente donc le potentiel dans le contre-espace. J'espère que cela a du sens pour vous. Moins vous disposez d'espace entre les deux, plus vous disposez de capacité de stockage dans le contre-espace. La capacitance correspond aux unités maximales d'induction diélectrique. Ainsi, la capacitance ou la quantité d'électricité qui peut être stockée correspond aux unités maximales d'induction diélectrique. C'est ce qu'est l'électron. C'est ce qu'un matériau peut absorber avant de se décharger. C'est très simple. Quand les choses arrivent à leur seuil de capacité, quand elles atteignent leur seuil de capacité à stocker de l'électricité, chaque fois que vous avez trop de charge, vous devez la décharger. Chaque fois que le nuage est trop chargé, il doit se décharger et vous obtenez les éclairs. C'est tout ce que c'est. Les systèmes recherchent toujours l'équilibre. Ils ont une capacitance, un seuil, une limite à la quantité d'électricité dont ils peuvent disposer. Et puis à un moment, ils s'en débarrassent. Et ça se décharge, d'accord? Et une charge négative n'est rien d'autre qu'une décharge. Et la charge positive est le processus de charge. Il n'y a qu'un seul type de charge. Il n'y a pas de signes négatifs et positifs qui circulent. Ceci est absolument fou. Le métal n'est pas là où se trouve l'électricité. C'est ce qui contient l'électricité qui elle-même vient du fond. Comme ceci. Cette clôture tient les animaux. Et c'est ce que c'est. De nombreux manuels parlent des charges électriques sur le conducteur et de l'énergie qu'elles emmagasinent sans considérer que l'énergie diélectrique ne se trouve pas à la surface du conducteur, mais dans l'espace extérieur au conducteur, tout comme l'énergie magnétique. Charles Proteus Steinmetz. Electric Discharges, Waves and Impulses. Ce type était un génie. Le générateur AC vient donc de Tesla. Ce type l'a perfectionné, l'a rendu nettement meilleur et plus efficace, parce que Tesla n'était même pas particulièrement intéressé par cela. Il l'a en quelque sorte fait pour apaiser quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, ce type était un génie. Vous n'entendrez jamais parler de lui parce qu'il détruit simplement la physique moderne. Bref, alors voilà. De nombreux manuels parlent de la charge électrique sur le conducteur et de l'énergie qu'il stocke sans considérer que l'énergie diélectrique ne se trouve pas à la surface du conducteur, mais dans l'espace extérieur au conducteur. Passons à la suite. Le diélectrique est égal au bleu. C'est l'une de ses célèbres représentations dans son livre. Le magnétique et le rouge. Ceux-ci sont liés ensemble, comme je l'ai dit, à l'intérieur et à l'extérieur du beignet. La divergence centrifuge, convergence centripète. Vous avez les deux faces de la médaille, d'accord? Ceux-ci sont liés ensemble. Vous ne pouvez pas en avoir un sans l'autre. C'est donc ce que vous obtenez chaque fois que vous avez un champ magnétique, d'accord? Le magnétisme et le champ électrique, ils sont liés ensemble. Le diélectrique est l'inverse ou le négatif de la force. C'est la convergence. La convergence vers le centre. Centripète, convergence vers le centre. C'est le diélectrique. Le magnétisme est la force ou la perte de diélectrique. Ceci est la divergence. L'opposé. Le diélectrique est la tension et le courant est le magnétisme. Et oui, c'est d'un niveau supérieur, désolé. L'électricité est un circuit toujours composé ou conjugué du diélectrique et du magnétique.
L'électricité est simplement la modalité hybride cohérente du diélectrique et du magnétique. L'application de la physique de l'éther dénote le magnétisme, la perte d'énergie diélectrique. Ainsi, le magnétisme est simplement une accélération diélectrique. La perte de potentiel ou de diélectricité entraîne la création de dimensionnalité ou de temps et de mouvement. Le magnétisme est force et mouvement. L'espace est largement mal défini dans la physique atomistique moderne. En réalité, l'espace n'est qu'une modalité de l'éther. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'éther ne pénètre pas et ne voyage pas dans l'espace. Rien ne pénètre ni ne voyage dans l'espace. L'espace n'est qu'une version de l'éther. La relation inverse ou conjuguée de diélectricité ou contre-espace manifeste le magnétisme et l'espace. La diélectricité est l'inertie et l'accélération. C'est pourquoi tout est littéralement lié. Tout est littéralement connecté. L'éther et le monde matériel. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ce sont les versions polarisées l'une de l'autre, deux faces d'une même médaille. La relation inverse ou conjuguée entre la diélectricité et le contre-espace manifeste un espace maximum, la diélectricité et l'inertie et l'accélération. En gros, ce que nous avons, si vous regardez un aimant. Donc le centre là, ça, cette zone qui ressemble à un trou noir, c'est le diélectrique, d'accord? Pour le dire de façon crue, c'est l'éther concentré. C'est du pur potentiel. C'est en fait la source de tout ce champ magnétique que vous voyez. Le centre est la véritable source. Plus celui-ci est grand, plus le champ est fort, peu importe la taille du champ. En fait, il s'affaiblira à mesure qu'il augmentera l'extension spatiale. C'est la petite partie noire qui est la source de toute l'énergie. Eh bien, c'est une coïncidence, n'est-ce pas? Parce que c'est exactement ce que dirait la physique de l'éther. C'est que l'éther est l'état d'inertie potentielle pure, ce qui signifie immuable, comme un potentiel pur, un pur repos. C'est comme un potentiel infini, un potentiel pur qui vient d'être exploité. C'est pourquoi vous pouvez manifester des choses. C'est pourquoi vos rêves vous diront ce qui va se passer dans le futur. Pourquoi vous pouvez sentir les gens autour de vous. C'est pourquoi la CIA a investi des millions de dollars dans le remote viewing, dans toutes sortes de manipulations psychologiques et toutes sortes d'utilisations de la psychologie et de la physiologie pour comprendre pleinement le monde et fabriquer toutes sortes d'armes. Car il existe littéralement un champ de pur potentiel qui peut être exploité à l'infini. Vous ne pourriez jamais tout utiliser. J'espère que j'ai rendu ça compréhensible pour vous. Il n'existe pas de charge positive ou négative. Il n'y a pas de charge négative dans la nature. Ce sont des termes dérivés du confinement atomistique et de la nécessité de quantifier. Il n'existe pas de particules porteuses de charge positive ou négative. Il n'y a pas de petites particules porteuses de charge qui jettent un sac sur l'épaule comme le Père Noël et courent partout avec des charges négatives. C'est stupide. Il n'y a pas de particules porteuses de charge. Il n'y a rien de négatif dans la nature. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de négatif qui n'existe pas. Il n'y a pas de charge négative et positive. Quiconque s'y connaît en physique sait qu'il aurait facilement pu échanger ces termes. C'étaient des dénotations arbitraires. Ils disent « Oh, nous appelons cela positif, nous appellerons cela négatif. » Ok, alors les gens vous disent que le proton a une charge positive et ils vous disent que l'électron a une charge négative. En réalité, il n'y a pas de charge positive et négative. Ce ne sont pas des choses différentes. C'est juste une charge. L'un est en train de charger et l'autre est un processus de décharge. Le proton, charge positive, charge, ça se charge juste. L'électron, entre guillemets, a une charge négative, ça se décharge. Il atteint donc déjà la capacitance. Ça se décharge, ça atteint le seuil. C'est tout ce que c'est. Tout comme si j'avais de l'air chaud à côté de l'air froid ou une haute pression à côté d'une basse pression. Ils vont rechercher l'équilibre. Ils vont donc migrer l'un vers l'autre. La pression va servir de médiateur. Ils vont rechercher l'équilibre. Boum, ils vont se rejoindre ou migrer ensemble. Idem avec la charge. Vous avez donc une charge positive et une charge négative. Encore une fois, vous avez un système qui se recharge. Il a besoin d'être rechargé. Il n'a pas atteint son seuil. Il se charge donc, essayant d'atteindre son plein potentiel, la capacitance. Ensuite, vous avez l'autre système. Il se décharge ou est chargé négativement.
Il atteint déjà sa capacitance. Il est plein de charge. Il s'agit donc de s'en débarrasser. C'est dans le processus. L'événement de juste décharger, décharger, décharger. Donc vous avez le système qui n'a pas assez de charge, le système qui a trop de charge. Ils vont migrer l'un vers l'autre pour essayer de s'équilibrer. C'est la médiation de pression. C'est comme les charges se repoussent et les opposés s'attirent, d'accord? C'est ce que c'est en réalité, tout comme la haute et la basse pression, le chaud et le froid. Tout est pareil, tout est connecté. C'est uniquement de la médiation de pression. Toute tentative d'expliquer la physique sans le reconnaître n'est qu'une vaine quête vouée à l'oubli. Donc ce qu'on appelle faussement charge positive et négative, c'est la charge et la décharge. Le magnétisme charge et décharge, ça superpose. Le magnétisme cohérent n'est rien d'autre que la superposition de ces deux choses. Il se peut que je fasse une émission complète sur le magnétisme parce que Shen l'a demandé. Et je sais juste que cela doit être fait. Ok, passons à la suite. Je ne veux pas exagérer uniquement en faisant des émissions très techniques, et je pense que ça va l'être un petit peu trop pour certaines personnes, mais bon. La charge est l'aspect magnétique divergent, spatial ou toroïdal. Maintenant, vous me direz, certains haters diront que c'est du charabia. Ce n'est pas le cas. La charge est spatiale, c'est une extension spatiale, c'est cartésien. C'est ce que vous appelez espace, longueur, largeur, profondeur, ok? Et c'est toroïdal. Et ce sont des aspects magnétiques divergents. Ainsi, la charge, ce que les gens appellent charge positive, la charge, c'est l'extension spatiale. Ou le tore, le divergent. Ça va vers l'extérieur. Les aspects magnétiques, la charge. La décharge est la convergence hyperbolique contre-spatiale. Donc le contre-spatial, c'est l'aspect diélectrique hyperbolique et convergent. Alors j'avais des photos sous le coude à vous montrer. J'ai utilisé les mots pour que, espérons-le, ce soit le plus percutant et le mieux expliqué. C'est juste que vous pourriez simplement placer l'image à droite à l'intérieur de l'image à gauche. Ce sont des choses assez simples, ok? Vous avez donc le tore, l'hyperboloïde. Il suffit de regarder les photos pour comprendre. Vous pouvez superposer les deux. Ok, l'un est le contre-espace qui, encore une fois, comme je vous l'expliquais ici, cette partie noire, c'est le contre-espace, ou l'éther, ou le potentiel pur, ou l'état d'inertie. Appelez ça comme vous voulez. Il existe un médium de fond qui est exploité pour nous donner toute l'énergie. Si vous ne voulez pas le reconnaître, c'est votre responsabilité. Mais il n'y a aucun moyen d'expliquer la physique sans cela. Comment expliquer le magnétisme sans cela? Vous ne pouvez pas. Donc tout est intrinsèquement électrique, ou plutôt électromagnétique, lorsqu'il est correctement défini. Je dirais donc que c'est quand même assez important, si vous voulez critiquer une explication alternative, que vous soyez au moins capable d'aborder les phénomènes les plus importants de toute l'existence. Ok, voici donc une analogie. Fondamentalement, le verre remplit le verre. Il se vide et le verre se charge. C'est assez simple, hein? You're not going to be able to see this. I don't think you're going to be able to hear this though. If you get hold of two magnets and you push them. Because you guys can't hear, but this is a pretty hilarious. This dude just bumbles all over his words. Anyway. Quoi qu'il en soit, c'est Richard Feynman qui n'est pas du tout capable d'expliquer le magnétisme. Ainsi, chaque fois qu'il tente d'expliquer le magnétisme, il trouve ce qu'on appelle des photons virtuels, des particules virtuelles. Et pour citer Richard Feynman, qui est présenté comme une sorte de héros intellectuel au sein du paradigme moderne, il vous dira lui-même que les particules sont des particules virtuelles. Ce n'est rien de plus qu'un concept. C'est simplement une abstraction que nous avons créée pour aider à équilibrer les équations. Ils ne sont jamais l'entrée ou la sortie d'une quelconque expérience. Au mieux, il dit que leur existence est pour le moins discutable. C'est simplement un concept que nous utilisons pour équilibrer les équations, une construction mathématique. Et c'est Richard Feynman, bien sûr. Cela signifie que la physique des particules modernes ne peut pas expliquer le magnétisme. Oh non, les particules virtuelles sont réelles, je promets, parce qu'elles doivent l'être. Ok. Les atomes n'existent pas, ce qui signifie qu'ils ne sont pas des choses comme le prétendent l'atomisme et le matérialisme. Le phénomène est réel. Quand je dis que les atomes n'existent pas, je suis très précis. Je sais que toute cette émission, si les antiterraplanistes s'en emparent, ça va tout simplement être inondé d'hommes de paille.
Ainsi, les atomes n'existent pas, ce qui signifie qu'ils ne sont pas des choses, comme le prétend l'atomisme et le matérialisme. Tout est magnéto-diélectrique ou magnéto-réactif. Une dynamique magnéto-diélectrique en cours de médiation de pression ou de recherche d'équilibre. Tout. Il y a une création d'énergie qui se dissipe dans l'espace. C'est la raison pour laquelle on affirme que les atomes sont constitués à 99,9% d'espace vide, ce qui est évidemment absurde. Cet espace est un processus de ce qui est fait, et non de ce qu'est quelque chose. Le magnétisme est la force fondamentale de la nature, la dissipation centrifuge de l'inertie. La dissipation centrifuge de l'inertie, donc de la force et du mouvement. Le magnétisme est la force fondamentale de tout. Tout. C'est la seule vraie force. Autrement dit, une force correctement définie, l'énergie correctement définie, le champ correctement défini. Eh bien, la physique moderne ne peut rien faire de tout cela. L'espace n'est pas une chose en soi. C'est simplement une abstraction conceptuelle, simplement une privation de l'éther. C'est ça. C'est l'absence de l'éther dans son véritable état potentiel pur, dans son état inertiel réel. Inertiel voulant dire immuable. Bien entendu, une privation ne peut pas avoir de propriété physique. C'est pourquoi Tesla a dit « Je pense que l'espace ne peut pas être courbé pour la simple raison qu'il ne peut avoir aucune propriété. » Ouais, vous m'en direz tant. La lumière n'est pas une dualité, ni une émission. La lumière ne se déplace pas d'un point A à un point B, donc intrinsèquement, elle n'a pas de vitesse. Ce qu'on appelle à tort la lumière n'est en réalité rien d'autre qu'une illumination de l'éther. La lumière est une perturbation éthérique, et il existe un spectre particulier au sein de cette perturbation éthérée qui est perceptible, proprement appelée illumination. La lumière n'est pas une onde, tout comme une onde n'est pas ce qu'est quelque chose. Il s'agit plutôt de ce que fait quelque chose. L'onde, comme les propriétés de la lumière, n'est rien d'autre qu'une position et une amplitude dans le temps, un événement, un processus. Ce n'est pas l'amplitude et la direction dans l'espace, qui n'est rien d'autre qu'une absence conceptuelle de l'arrière-plan. Ce malentendu fondamental est une condition nécessaire à l'affirmation absurde selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. La lumière est invisible. L'éclairement est ce qui est visible. La lumière est un circuit coaxial longitudinal diélectrique avec des modalités de champ électrique et magnétique transversales qui se croisent. C'est ce qu'ils appellent le photon. Le photon n'est rien de plus qu'un produit de l'esprit né du besoin de quantifier toute chose. L'électron n'existe pas non plus. Il n'existe pas de particules de matière portant une charge négative appelée électron. Il s'agit simplement d'une autre convention fondée sur le besoin matérialiste de quantification. J.J. Thomson, la personne accréditée pour la découverte de ce qu'on appelle l'électron, a déclaré que ce n'était rien de plus que l'extrémité terminale d'une ligne unitaire d'induction diélectrique. C'est une lacune dans le domaine de la diélectricité, des extrémités cassées des spaghettis. C'est ça. L'électron est un phénomène très très réel. On ne peut pas les isoler car les champs sont en constante recherche d'équilibre. Ce ne sont que des trous dans les champs, des bouts cassés de petites lignes de spaghettis. C'est juste la fin des lignes d'induction diélectrique. Les lignes sont même conceptuelles dès que l'on parle d'électricité. Mais cela se manifeste fondamentalement de cette façon. Très bien, passons à la suite. Si les électrons étaient réellement de minuscules charges transportant des particules de matière ou des corpuscules autonomes, dans un sens corpusculaire, un matériau tangible, vous pourriez les utiliser pour sonder n'importe quel matériau. Vous pourriez simplement projeter peu de matière, des électrons et tout, mais ce n'est pas le cas. Chaque matériau non ferreux doit être recouvert par pulvérisation d'une surface métallique qui peut casser et refléter les lignes d'induction entrantes. Au microscope électronique, les lignes d'induction sont appelées faisceaux d'électrons. En réalité, le microscope électronique n'est rien d'autre qu'un imageur à réflectance électrostatique. C'est ça. L'électrostatique provoque une réflexion et ensuite nous le rendons en image, d'accord? Cela n'a rien à voir avec le tir de petits faisceaux d'électrons. C'est tellement stupide. Déjà, en 1900, Steinmetz qualifiait de préhistorique la notion d'électron porteur de charge.
Malheureusement, dans une large mesure, en ce qui concerne les champs diélectriques, la conception préhistorique de la charge électrostatique, l'électron, sur le conducteur existe toujours et par son utilisation détruit l'analogie entre les deux composantes du champ électrique, le magnétique et le diélectrique. Les deux composantes du champ électrique sont la magnétique et le diélectrique, comme ce que nous disions. Le contrespatial, le spatial, le centrifuge, le centripète, le convergent, le divergent, l'hyperboloïde, le toroïde, la compression, l'expansion. Cela complique inutilement la prise en compte des champs diélectriques. Je suis d'accord, car vous pourriez littéralement montrer à un enfant de 7 ans la photo que je vous ai montrée, et il serait capable de comprendre de quoi il s'agit à un niveau basique. Tout est intrinsèquement électrique, et le diélectrique en est la source. Charles Proteus Steinmetz, Electric Discharges, Waves and Impulses. C'est un génie, littéralement. Il essuierait le sol avec des physiciens modernes, mais peu importe. Le temps et l'espace. Ce n'est pas la nature qui nous les impose, c'est nous qui les imposons à la nature parce que nous les trouvons pratiques. Henri Poincaré, qui est en fait la personne à qui Einstein a volé la majeure partie de la théorie de la relativité, d'accord ? La nature a stocké dans l'univers une énergie infinie. Le récepteur et émetteur éternel de cette énergie infinie est l'éther. La reconnaissance de l'existence de l'éther et de la fonction qu'il remplit est l'un des résultats les plus importants de la recherche scientifique. Nikola Tesla. Je serais d'accord. Le mur de bloc d'un aimant ou le plan d'inertie. Ici, vous avez un film magnétique montrant votre champ magnétique et vous avez toujours ce plan d'inertie. Le plan d'inertie signifie qu'il est au repos, immuable. Donc, le plan d'inertie. Maintenant, le terme qui lui est donné est un mur de bloc, la magnitude du mur de bloc. On a donc le diélectrique ou la convergence qui accélère vers l'inertie. Et c'est ce qui donne sa puissance à l'aimant. Le centre, le cercle noir au centre, est ce qui donne sa puissance. Plus l'aimant est fort, plus le diélectrique ou l'électrostatique est fort. Le magnétisme est plus précisément désigné par l'accélération diélectrique ou électrostatique. J'aurais dû le signaler plus tôt. Par exemple, chaque fois que vous entendez le mot diélectrique, vous pouvez simplement le remplacer par le mot électrostatique. Au fait, c'est ici que vous vivez. Vous vivez sur le plan inertiel, dans le champ magnétique. Vous percevez la moitié supérieure. Tout se déplace autour. Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui devrait vous époustoufler. L'électrostatique, charge intrinsèque à toute matière. Tout est connecté. D'où le nom de l'émission. Lorsqu'un milieu diélectrique atteint son seuil de capacitance, c'est-à-dire son seuil ou sa limite à la quantité d'électricité qu'il peut stocker, il se décharge ou s'enracine dans le contre-espace. Il se décharge et retourne à son état potentiel pur. Il retourne dans l'éther. Il retourne au domaine du repos ou à l'état de pur potentiel. C'est ce qu'on appelle les figures d'Antitrique de Lichtenberg. Cette photo ici à droite, un éclair, ce sont des figures de Lichtenberg que l'on retrouve partout dans la nature. Les formations géographiques, les formations géologiques. On voit aussi différentes représentations. La foudre, la roche, évidemment. C'est comme une vue aérienne du sol. Il s'agit d'une démonstration réalisée avec l'électrostatique. On a plus de figures géologiques avec les figures de Lichtenberg. Nous avons une feuille. Ici, nous avons vos cœurs. Ici, nous avons un arbre. Tout est interconnecté dans un processus constant de médiation de pression ou de recherche d'équilibre. Tout. On aurait pu continuer, ok? Vos poumons, regardez vos veines. Tout est en quête d'équilibre.
Et on a ça à chaque fois que ça se décharge pour rechercher l'équilibre. Alors, maintenant, cela peut devenir très profond. C'est comme, waouh, nos veines sont comme ça. Alors, quand nous avons été créés, qu'est-ce que ça fait? Cette étincelle crée un excès de charge qui se décharge ensuite et crée nos veines. Par exemple, quelle est l'activité qui se déroule pour créer l'humain? Nous ne pourrons probablement jamais le comprendre, mais nous avons clairement un sous-produit comme une étincelle électrique qui nous a fait, juste en regardant votre corps en ce moment. Mais n'est-il pas intéressant que vos poumons, votre cerveau, votre cœur, les arbres, les feuilles, le sol, les objets dans le sol, la foudre, tout semble montrer ces mêmes structures, parce que tout est connecté. Je ne sais pas si je peux aborder ce sujet maintenant. La déclinaison magnétique est l'angle entre le nord magnétique et le nord géographique. La déclinaison est positive lorsque cet angle est à l'est du nord géographique et négative lorsqu'elle est à l'ouest. La déclinaison magnétique change avec le temps et le lieu. Nous aborderons cela dans un Schooling Globus. Cela nécessite des polarités en opposition, ce qui est très intéressant. Cela nécessite une polarité. N'est-ce pas intéressant? Une représentation ancienne en Sibérie antérieure à Sumer, à l'Égypte et à l'Inde. Le royaume où se trouve le temps et le royaume où le temps et l'espace ne sont pas. C'est ce que signifient ces deux symboles. Le royaume où se trouve le temps et le royaume où le temps et l'espace ne sont pas. Oh waouh, c'est genre, les civilisations anciennes savaient certainement mieux de quoi elles parlaient que les gens d'aujourd'hui. Il s'agit d'une œuvre réalisée par un homme de 1509, illustrée par Da Vinci, essayant de saisir le concept d'espace par rapport à l'anti-espace, ou à l'espace inverse, ou à l'espace négatif, ou au contre-espace. Plutôt intéressant. Ainsi, le barattage de l'océan de lait, tout comme l'idée védique représente, vous savez, que les gens appelaient cela le lait des dieux, le lait céleste. Il y avait un barattage dans le lait. C'est un ancien principe védique, mais de nombreuses civilisations anciennes le savaient. Il est insensé que nous ayons évolué à un point tel que les gens pensent que c'est insensé de reconnaître le caractère inévitable d'un fond. C'est parce que, vous savez évidemment, si vous réalisez que tout a la même source et que nous sommes tous connectés, tout d'un coup, la vie a un but et vous voudrez peut-être regarder ce que vous faites et comment vous traitez les gens. Et ce que vous dites et faites pourrait avoir des implications ou, oserais-je même dire, des responsabilités. Voici donc le mur de domaine bloc. Comme vous pouvez le voir, voici différentes représentations du tort. Vous vivez à l'intérieur de cela. Vous voyez comme il y a des ellipses? Je parlais à ce docteur, il m'a dit « Comment fais-tu pour avoir des ellipses ?» C'est comme « Mec, tu ne sais rien d'autre sur un tort. » Allez mon frère, il m'a demandé « Comment peut-on avoir une ellipse dans un tort ?» Et je dis « Quoi ?» Bref, vous vivez sur le plan inertiel. On perçoit la moitié supérieure, il y a un vortex. Tout se déplace autour du centre au-dessus de nous. Il y a clairement une sorte de source d'énergie qui émane de la Terre. Tout cela est très intéressant. Mais c'est essentiellement ici que vous vivez. Tout prend cette forme, tout. L'électron, ouais. Différentes modalités au sein de cette expression énergétique. Tout. Voici donc le ciel céleste perceptible au-dessus de vous avec le vortex. La Terre et le plan diélectrique au milieu, bien sûr. Vous avez le mur de bloc ou le plan inertiel diélectrique, l'axe de symétrie orbitale, juste ici, d'accord? Donc vous avez le vortex et l'antivortex, les deux expressions conjuguées. Eh ouais, c'est une de mes photos préférées. Donc le magnétisme ou l'énergie toroïdale, la dynamique vibratoire, des choses très importantes. Les gens qui appellent ça du charabia, c'est parce qu'ils manquent d'assurance intellectuelle et qu'ils ne le comprennent pas. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Nous devons tous prendre du recul, puis être prêts à réapprendre et à comprendre. Une fois que vous aurez eu le déclic, cela aura du sens. Je ferai une émission sur le magnétisme à l'avenir. Il semble donc que c'est ici que vous habitez. Et la source de ce champ magnétique se trouve en fait au centre ici. Oh, quelle coïncidence! Regardez la position géocentrique des planètes, entre guillemets. Oh, c'est presque comme si elles correspondaient ou quelque chose du genre. Oh mon Dieu! Oh, regardez! C'est presque comme s'il y avait un vortex dans le ciel ou quelque chose du genre. C'est presque comme si nous vivions dans un milieu fluide qui a un vortex qui tourbillonne autour de nous. Et tout vient de cet état de pur potentiel de fluide. Alors voilà. Tout prend la même expression géométrique lorsqu'il s'agit d'exprimer l'énergie, entre guillemets. C'est là le pur potentiel, d'où tout cela vient.
Ce n'est rien de plus qu'un processus consistant à essayer de mieux revenir au centre, à son état inertiel initial. C'est tout ce qu'est le magnétisme. Il s'agit simplement de retrouver son équilibre, son état de repos, son état d'inertie initiale. C'est un état potentiel pur, immuable. Maintenant, ce qui est si profond dans tout cela, c'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons en tant que peuple, en tant qu'être. Nous vivons dans un vaisseau physique, un corps physique, et nous sommes dans un état de déséquilibre. Mais nous savons intuitivement, au fond, que nous possédons une source d'énergie, un esprit. Nous sommes esprits. Et il attend juste de revenir d'où il est venu, l'état de repos potentiel pur. Par conséquent, tous les textes anciens et les Écritures vous disent que lorsque vous mourrez, vous vous reposez. C'est pourquoi nous disons « repose en paix ». Ce n'est pas seulement parce que les gens ne bougent plus. Il y a là une vérité profonde. En fait, vous essayez de trouver votre état de repos, votre état d'équilibre, comme tout le fait. Votre vie est donc un processus de recherche d'équilibre, jusqu'à ce que cet esprit retourne à sa source originelle et puisse alors atteindre pleinement l'équilibre et revenir à un état de pur potentiel, se réintégrant apparemment à la source originale d'où il est issu. Comme tout dans le monde physique, la vérité spirituelle et philosophique la plus importante de la vie pour toute l'humanité se trouve littéralement juste devant vous, sous la forme de tout. Les gens veulent savoir, genre, « Oh, le Créateur, comment ça ?» Mec, c'est autour de toi. Lâcher quelque chose, ça recherche l'équilibre. Les choses se déchargent, c'est la recherche d'équilibre. Oh, je t'ai accidentellement choqué, il y a recherche d'équilibre. Jetez un œil au monde physique, tout cherche l'équilibre. La plume qui se détache de l'oiseau, la feuille qui se détache de l'arbre, comme si tout cherchait simplement l'équilibre. L'eau dans le lac si tu as jeté une pierre. Alors ça se répercute. Il s'agit d'essayer de retrouver l'équilibre. Tout essaye de s'équilibrer. Vous pouvez le savoir intuitivement. On retrouve ça de l'échelle la plus petite à la plus grande. Tout essaye simplement de rechercher l'équilibre. C'est ce que vous essayez de faire. Votre énergie. Vous êtes esprit. Vous avez une âme. Le terme âme semble être un terme quelque peu inapproprié, mais cela n'a pas d'importance. Vous avez une énergie spirituelle qui essaye de revenir à son état. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment profond. Vous ne pouvez pas avoir de matière sans cela. Comme je vous l'ai dit, et tout comme Tesla le dit également, la matière, le monde matériel lui-même, toute la matière qu'il contient est en fait l'éther déséquilibré. C'est en déséquilibre. Il était en fait apparemment projeté dans des mondes de vitesse infinitésimaux, vraiment petits, prodigieux et très rapides en vortex. Et lorsque cela se produit, cela devient désormais une existence matérielle. Et maintenant, tu n'attends plus que de retourner au centre comme un drain. Et une fois que vous pourrez alors atteindre l'état d'équilibre, alors boum, vous y êtes. Ce n'est évidemment pas aussi simple que de simplement faire couler de l'eau dans un égout, car vous devez maintenant lutter contre l'extension spatiale pour retrouver l'équilibre. C'est ainsi que toute matière existe. Sans cela, ça n'existerait pas. Toute matière est électrostatique. Tout est maintenu par l'électrostatique. Il est maintenu ensemble par cet éther qui est déplacé, si vous voulez, et est soumis au stress. Et ainsi cela crée l'électrostatique et maintient toute la matière ensemble. Même chose avec votre corps matériel. Une fois que vous aurez réellement atteint l'équilibre, vous quitterez ce corps physique. Ce corps physique matériel ne peut pas résider à l'intérieur de cet état physique ou à l'intérieur de cet état d'équilibre potentiel pur. Ce n'est pas possible. Et donc c'est très intéressant. C'est la théorie de tout. Vous voulez une théorie unifiée? La voici. C'est la seule façon d'avancer, c'est évident, c'est en fait tout à fait évident. Et le fait que cela n'est pas accepté ou reconnu en physique dans le paradigme moderne, vous devriez vous demander pourquoi. Et pourquoi pas? C'est la seule chose qui fonctionne. Cela répond à toutes les questions, cela résout tous les problèmes. Oh, ça ne résout pas certains problèmes. Comme quoi? Comme la Terre qui tourne autour du Soleil? Vous ne pouvez pas expliquer Michelson-Morley. En fait, même l'effet Sagnac et Michelson-Gelperson ne fonctionnent pas avec l'interprétation relativiste. Et en fait, pour avoir l'effet Sagnac, il faut un cadre de référence absolu pour interpréter cela aussi. Tout comme mon ami Alan venait de me déposer sur mon Telegram, ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Parce que j'en ai parlé à Bob à l'époque, Bob Nodal. Et c'est ce qui est si hilarant, c'est l'effet Sagnac lui-même. L'anneau laser gyroscope, la rigidité interférométrique dans l'espace. Tout cela nécessite un cadre absolu pour se mesurer. L'effet Sagnac était dû au vortex et à l'éther dans un cadre de référence absolue, tout comme le disait Sagnac qui l'a découvert. Même cela démystifie l'interprétation relativiste. Mais Michelson
Thomson Morley constitue à lui seul un problème qui empêche toute la physique moderne de faire un véritable pas en avant pour unifier les domaines, pour unifier les forces, unifier les théories, avoir une théorie de tout ce qui fonctionne réellement, reconnaître réellement le médium de fond, tout simplement. Il existe des qualités substantielles, un médium autour de vous d'où tout vient, et il en tire de l'énergie. Et lorsque nous disons que nous avons de l'énergie ou que nous utilisons de l'énergie, nous exploitons simplement cela. C'est tout ce que nous faisons. Ou utiliser le déséquilibre, comme ce que nous appelons l'énergie. Bref, voilà. Tout est littéralement connecté, tout est électrique, tout ce que vous pouvez nommer, caoutchouc, polystyrène, verre, vous ne pouvez rien nommer qui ne soit pas enraciné, c'est toujours électrique. Et ça essaye constamment d'atteindre un certain type de transfert électrostatique ou d'endurance pendant qu'il est ancré, transfert ou induction. C'est pour ça qu'il continue à descendre dans le sol, d'accord? Tout est électrostatique, tout. C'est parce qu'il s'agit en fait de l'éther poussé sous tension, qui est littéralement le ciment de l'existence. Il doit y avoir une force folle et puissante en arrière-plan qui provoque le stress ou la tension qui cause la colle dans le monde matériel. Autrement dit, tout est connecté. Ce n'est pas une coïncidence. Vous voyez ces figures dentictriques de Lichtenberg partout, comme des éclairs partout dans votre corps, dans toute la nature. Ce n'est pas une coïncidence si vous voyez les vortex avec des représentations de la séquence de Fibonacci comme celle-là partout dans la nature. C'est parce que c'est la géométrie fondamentale de l'existence. Une fois que ce système atteint un seuil, il se décharge et cela ressemble essentiellement à un éclair, cette même figure. La géométrie de tout est un tore avec le vortex au milieu. Tout, toutes ces particules, antiparticules comme le photon, l'électron, le boson, le pseudo-scientifique ton. Tout cela n'est que de la géométrie d'un tore. Et ils ont une rotation, un élan, un vortex et un antivortex. Parce que c'est la géométrie de tout. Si vous voulez décrire le monde entier, ce serait en fait plus géométrique que le compartimentage mathématique pseudo-scientifique du matérialisme. Ok, alors cool. J'espère que vous avez apprécié. Je ne peux pas rester très longtemps, je dois me lever tôt pour m'entraîner. Mais j'espère que cela a clarifié certaines choses. Prenez le temps d'aller regarder les slides et tout ça. Et je voulais lire quelques vidéos, mais direct, ça n'a pas fonctionné. Comme je le dis, recherchez et dites la vérité sans équivoque. Ce qui est populaire n'est pas vrai, et ce qui est vrai est rarement populaire. Alors continuez à dire la vérité. Quoi qu'il en soit, je vous retrouverai demain. Amour à tous.